Autour de la démocratie. Laurent, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, Laurent Seux. Donc, je suis responsable du programme Ensemble bien vivre, bien manger du Secours catholique. Et dans le cadre de Territoire à vivre, j'ai piloté l'axe sur la démocratie alimentaire, donc avec Jérôme d'Equitaz là, comme partenaire associé, puis avec une petite équipe dans laquelle il y avait Pauline Scherer et Laurana Vincent également de VRAC. Voilà. Juste pour se redire en un mot, Territoire à vivre, c'est un projet qui émane d'un collectif d'associations, donc avec l'UGES, VRAC, le réseau Cocagne, le réseau CIVAM et le Secours catholique. C'est un collectif d'associations qui s'était initialement mobilisé en collectif de plaidoyer national pour l'accès de toutes et tous à une alimentation durable et de qualité. Ça avait été le cas notamment au moment de la sortie du rapport IGAS sur l'aide alimentaire pour faire valoir l'idée qu'il y avait d'autres formes de réponse à la précarité alimentaire que l'aide alimentaire classique. Et donc, ce collectif-là a vu dans France Relance, dans lequel il a retrouvé quelques-uns de ces éléments de langage, l'opportunité de transformer ce qu'il prônait en termes de plaidoyer en acte, c'est-à-dire de mener concrètement des expérimentations qui répondent à son ambition de contribuer à des systèmes alimentaires de proximité qui garantissent un accès de toutes et tous à une alimentation durable. L'enjeu pour nous, par la coopération, c'était de tenter de dépasser des initiatives localisées, portées par les uns et les autres, pour construire des réponses s'adressant à toutes et à tous, et d'expérimenter de cette façon-là d'autres façons de répondre aux enjeux de précarité alimentaire. Donc, on a fait le choix de la coopération, on a eu des moyens pour mettre en œuvre cette coopération dans les territoires et de la soutenir nationalement autour de 3 axes de travail qu'on avait choisis parce qu'ils nous paraissaient être structurants pour la transformation des systèmes alimentaires et de viser un changement d'échelle. Donc, ces 3 axes et les dynamiques économiques, et il y a eu un webinaire à ce sujet la semaine passée, la question agricole et les questions des modèles agricoles, un webinaire la semaine prochaine à ce sujet-là, et celui sur la démocratie alimentaire. Donc, pourquoi la démocratie alimentaire? Jérôme l'a dit rapidement. C'est que dans le fond, on pense que la construction d'un système alimentaire nouveau, ça suppose l'adhésion de tous et tous à un véritable projet de changement qui répondent aux enjeux de transition écologique, mais également de justice sociale. C'est un changement extrêmement important par rapport au modèle dans lequel on fonctionne aujourd'hui. Et il s'agit de repenser ce modèle-là, de repenser notre société en intégrant tout le monde pour éviter une fracture alimentaire dont nous sommes témoins au quotidien, notamment toutes les associations qui travaillent avec les personnes en précarité, mais que chacun constate. Éviter cette fracture qui nous inquiète et la bâtir avec toutes et tous, c'est-à-dire on est habitué à se retrouver à penser les sujets, mais il nous semble qu'on ne peut pas le faire sérieusement sans le faire également avec les personnes en précarité. La question de recherche, nous avons essayé de travailler dans le cadre de Territoire à vivre, c'est-à-dire comment renforcer la démocratie alimentaire avec les personnes en précarité, quels étaient les leviers pour ce faire, quelles méthodes, quels outils. Voilà, question de départ pour nous assez forte avec un point de vue. Cette question de démocratie alimentaire met en jeu le pouvoir d'agir des personnes concernées, pour nous particulièrement des personnes en précarité. Mais puisque c'est une question de pouvoir d'agir, elle se situe à différents niveaux. Donc le pouvoir d'agir de toutes et tous, mais des personnes en précarité en particulier dans l'ensemble des projets d'accès à une alimentation de qualité,
la question du pouvoir d'agir se place aussi en fait dans nos organisations, c'est-à-dire quelle est la place des personnes en précarité dans nos organisations, comment on ont-elles voix au chapitre, mais également la question du pouvoir d'agir de manière un peu plus large au niveau politique, faire en sorte que ces personnes et celles qui animent aussi ces projets soient en capacité de se saisir de ces questions plus politiques liées aux questions d'alimentation et de transition, de telle façon que, au-delà du débat, la conscientisation, comme on pourrait dire, on puisse tous, et les personnes en précarité en particulier, contribuer à la construction de politiques publiques à un niveau local. C'est ça qu'on a joué au sein de Territoires à vivre dans les expérimentations locales, mais bien avec l'idée que ça puisse contribuer à faire une forme de mouvement qui soutienne cette transition et le changement du système alimentaire national. Voilà, ça c'était notre ambition de manière un peu large. Ça a été travaillé dans les 4 territoires et on va en rendre compte aujourd'hui. Donc, dans 4 territoires qui ont des contextes très différents, des histoires très différentes, des trajectoires déjà sur le sujet. Et donc, dans ce chemin, chacun s'est situé en fonction de ses différents existants, ses partenariats déjà, des compétences, des ressources qui étaient disponibles. Voilà. Nous écrivions en juillet 2021, nous voulions contribuer à installer des conditions de développement d'un mouvement de démocratie alimentaire en France, articulé aux enjeux de justice sociale, contribuant à la mobilisation citoyenne dans les territoires. Vous voyez, nous ne manquions pas d'ambition et en même temps, c'est assez modestement que nous avons cherché, en fonction de ce qui se travaillait déjà dans nos organisations et ailleurs sur le sujet, à apporter notre pierre. Alors, on a ramassé quelques clés et outils issus de ces expérimentations-là dans un petit livret dont on reparlera, se mobiliser avec les personnes en précarité pour une alimentation choisie et de qualité. Ce n'est pas une recette magique, mais ce sont nos premiers enseignements et la base sur laquelle on souhaite pouvoir dialoguer, discuter avec nous, parce que on a bien conscience que dans vos organisations, partout sur le territoire aujourd'hui, se multiplient et se développent des initiatives qui vont dans cette direction-là. Et il nous semble qu'aujourd'hui, pour essayer de contribuer à changer des choses, il faut qu'on arrive à faire mouvement ensemble. Voilà. Donc, on aura ce temps de présentation et, comme l'a dit Jérôme ensuite, ce temps d'expression autour de questions que ce qu'on a pu essayer de faire vous pose, mais aussi un temps de discussion sur nos envies communes. Voilà. Merci. Merci Laurent. Du coup, je vais passer la parole successivement à chacun des territoires pour répondre à la question de comment est-ce que vous avez travaillé avec les personnes en précarité, comment est-ce que vous avez réussi à mettre en débat dans vos organisations ou de mettre en dialogue les questions d'alimentation avec les pouvoirs publics à travers ces 2 années de territoire à vivre. Je vais commencer par Marseille et Fanche et peut-être Sandra, je ne sais pas. Fanche, je te passe la parole. Oui, merci Jérôme et merci Laurent pour l'introduction. Du coup, moi, je m'appelle Fanche Frigo, je suis coordinateur de projet en alimentation durable à la Cité de l'Agriculture à Marseille, qui est une des 2 associations qui portaient Territoire à vivre sur la métropole. L'autre association, c'est Graines de Soleil, qui est une ferme en insertion, donc qui travaille à la fois la production maraîchère et la démocratie alimentaire aussi. Donc, Territoire à vivre Aix-Marseille, un projet qui était porté par ces 2 associations et qui s'est traduit par un travail collectif avec 5 porteuses de projets d'épicerie sociale et solidaire qui étaient sur Marseille et Gardanne, au nord de Marseille. Donc, 5 épiceries ou porteuses de projets d'épicerie qui autrefois faisaient de l'aide alimentaire classique, de la distribution de colis, mais voulaient aller plus loin et travailler aussi sur le pouvoir d'agir des personnes. Et dans ces épiceries, il y a notamment Vivre Solidaire et représenté par Sandra Ben Brahim, qui va prendre la parole après moi. Donc globalement, Territoire à vivre Aix-Marseille, ça s'est structuré autour de 3 axes distincts mais complémentaires. Et je vais essayer de raconter comment dans ces 3 axes, il y a des espaces de participation autour de l'alimentation
ont été créés avec les personnes concernées et les professionnels aussi des 5 épiceries. Donc d'abord, on a travaillé avec Marseille sur un axe approvisionnement, où en fait on a mis en place un système d'approvisionnement en produits frais et secs avec un collectif de paysans locaux et des produits qui étaient approvisionnés auprès des épiceries et accessibles à 30% du prix du marché. Donc c'est-à-dire que j'en parle parce que on a choisi de d'abord mettre l'accent sur l'approvisionnement pour donner l'accès aux personnes en situation de précarité à une alimentation de qualité. Donc donner le choix avant de ou comme préalable pour travailler la démocratie alimentaire, quoi. Euh, Ensuite, un second axe qui a été travaillé et en lien avec la démocratie alimentaire, c'est un axe monté en compétences des partenaires du projet, où en fait a été créé un programme d'accompagnement avec les salariés et les bénévoles des épiceries. Et ça se matérialisait par des journées d'entraide et de formation qui visaient d'abord la professionnalisation de l'animation et de l'animation et des actions de mobilisation citoyenne autour de l'alimentation. Sachant qu'il y a eu des journées comme ça d'entraide et de formation très larges qui partageaient des pratiques d'animation autour d'agriculture et de l'alimentation pour politiser ces questions-là dans les quartiers visés. Et il y en a d'autres aussi, par exemple, sur créer un groupement d'achat avec les personnes. Et ce qu'on a pu voir au cours de ce programme d'accompagnement ou d'entraide, c'est que en avançant, en fait, il y a de plus en plus de bénévoles des épiceries ou de bénévoles usagers et des usagères qui participaient à la formation, qui du coup, finalement, c'était des usagères des épiceries qui ont pu se former et qui derrière pourront participer encore plus à la gouvernance de chacune des épiceries et à la co-construction du projet, à son animation dans chaque quartier, quoi. Donc ça, c'était pour le deuxième axe, monter en compétences ou à infuser un peu certains principes de démocratie alimentaire. Et le dernier axe, c'était un axe vraiment dédié démocratie alimentaire, où là, si je parle d'un point de vue, moi j'étais ingénieur territoire à vivre à Aix-Marseille, donc si je parle du point de vue de l'ingénieur, l'axe démocratie alimentaire, c'était aussi un axe un budget lié à des animations et des actions de mobilisation citoyenne autour de l'alimentation durable et de l'agriculture. Il y a eu quelques animations qui ont été faites avec les épiceries, les bénévoles, les usagers, les usagères. Il y a eu des cueillettes solidaires qui ont été réalisées en 2022, des ateliers cuisine, il y a eu une émission de radio aussi qui a été faite par des habitants de Prévalon. Et en 2023, ce qu'on a fait pour aller plus avant là-dessus, c'est que le budget pour les animations a été transféré directement aux épiceries qui le gèrent comme elles veulent, c'est-à-dire qu'elles peuvent organiser elles-mêmes ces temps d'animation et de mobilisation de façon autonome et de la façon la plus adaptée aux habitants, aux habitantes et au territoire, quoi. Mais au-delà de cet aspect un peu froid, parce que là j'en parle comme un budget du point de vue d'un coordinateur, quoi. Mais au-delà de cet aspect, on a vu qu'il y a des espaces de participation qui sont apparus dans chaque épicerie, des espaces de co-construction du projet de chaque épicerie, qui étaient certes des projets d'accessibilité à l'alimentation, mais qui allaient plus loin que ça. Et ça, en fait, je vais pas aller trop loin. Je vais laisser Sandra en parler parce qu'elle en parlera mieux que moi. Mais globalement, pour résumer un peu ce que je viens de dire, c'est que on a vu avec le temps, sur cette année et demie d'expérimentation, que en donnant le choix, en mettant en place un système d'approvisionnement, en se formant sur l'alimentation durable et la démocratie alimentaire, on arrive à un stade où il y a des espaces de participation et du pouvoir d'agir qui émergent et qui perdurent, quoi. Donc voilà, Sandra, je te laisse prendre la suite. Merci Fanch. Est-ce que la personne de la face
PACA Corse peut couper son micro. Merci. Sandra, on t'écoute. Bonjour à tous, ravie de vous rencontrer ce matin. Je m'appelle Sandra Benbrahim. Je travaille pour deux associations du centre-ville de Marseille qui s'appellent Destination Famille et Maraban. C'est, pour vous dire en deux mots, c'est deux associations de proximité, des petites structures associatives qui font beaucoup d'accès au droit, d'accès à la langue. Voilà, on est sur des formats d'associations qui visent tout d'abord l'inconditionnalité d'accueil des personnes à travers différentes activités qu'on construit au fur et à mesure des besoins qui émergent. Voilà, donc du coup, se lancer dans un projet, on va dire, d'aide alimentaire, solidarité alimentaire, c'est pas le noyau du projet de ces deux associations. Cette vocation-là, elle est née pendant le Covid, avec la mise en place, comme un peu partout sur le territoire national, on va dire, d'initiatives coordonnées avec plusieurs partenaires, des groupes scolaires, des associations locales, des collectifs citoyens, de venir en aide à un moment très précis, crise économique, crise sanitaire, voilà, et de répondre aux besoins alimentaires des personnes. Et en parallèle, on va dire, monter un diagnostic de territoire en essayant de repérer quels étaient les formats d'aide alimentaire qu'on retrouvait sur le centre-ville de Marseille. Et on s'est trouvé qu'on faisait partie d'une zone blanche. Voilà, donc du coup, en lien avec différents partenaires locaux, on s'était dit qu'au-delà de la crise sanitaire, on souhaitait réfléchir à pérenniser des outils d'aide alimentaire. Et c'est comme ça qu'en 2022, le projet Vivre Solidaire est né grâce au partenariat avec l'État et France Relance. Et c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on s'est mis en lien avec Territoire à vivre à l'échelle locale. Donc, on est un peu né en même temps, on va dire. Et le projet Vivre Solidaire, depuis son origine, il n'avait pas vocation à intervenir sur un schéma d'aide alimentaire classique. Pour nous, c'était vraiment un prétexte pour aller vers les personnes les plus fragiles, les plus isolées socialement. C'est un motif de rencontre, l'accès à l'alimentation, pour des personnes généralement qu'on ne croise pas dans les structures associatives, mais qu'on croise plutôt sur les parvis des écoles, devant les directeurs d'école, devant une maîtresse, voilà. Donc du coup, c'est un peu comme ça qu'on a construit un peu notre raisonnement. C'est de proposer une offre alimentaire sous format d'un colis gratuit à toutes ces personnes qui étaient déjà pour elles l'accès à l'alimentation avant même de se soucier de l'accès à leurs droits, de l'accès à la scolarité, etc. Donc, du coup, à partir de février 2022, on a commencé à constituer une file active de 55 familles voilà, donc, qui bénéficient de ce colis alimentaire gratuit parce qu'il n'était pas pour nous question de pouvoir faire supporter à des personnes qui n'ont déjà pas grand-chose le prix d'un colis. Et on était sur un schéma tout d'abord d'approvisionnement assez classique, banque alimentaire, partenariat avec la banque alimentaire, voilà. Puis s'est greffé à nous un nouveau partenaire qui s'appelle la Cantina Les Coursiers Solidaires, qui nous ont permis de compléter cet approvisionnement gratuit par un apport de fruits et légumes, généralement des invendus qu'ils trouvaient ou dans des magasins biologiques, on va dire, vendant de l'agriculture biologique, ou directement dans les champs de certains paysans autour de Marseille. Donc, du coup, on était sur les gros poireaux, les pommes de terre tordues, voilà. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à compléter notre approvisionnement et c'était complètement cohérent avec la plaque de personnes qu'on accueillait, c'est-à-dire des familles avec des enfants repérés dans des groupes scolaires qui ont des pratiques culinaires, qui savent cuisiner, qui viennent de toutes les régions du monde avec des savoir-faire très différents. Mais ce n'est pas des personnes qu'on retrouve dans les maraudes avec des repas préparés. Très vite, on s'est aperçu aussi que l'approvisionnement banque alimentaire, ça pouvait correspondre à certains apports en produits secs, mais on était beaucoup sur des produits transformés qui ne correspondent pas forcément aux habitudes et aux us et coutumes des personnes. Donc, du coup, on a souhaité transformer notre action
Et c'est là où on peut noter une réelle plus-value et on va dire une symbiose avec le partenariat avec la Cité de l'Agriculture, Graines de Soleil, autour de l'idée qu'on pouvait réfléchir autrement l'approvisionnement d'une action d'aide alimentaire. Donc, on est parti de l'idée qu'on allait choisir nous-mêmes les produits qu'on souhaitait consommer. Donc, on a repéré, grâce à Graines de Soleil, les différentes mercuriales, les produits proposés à différents endroits par les agriculteurs locaux. Et c'est comme ça que petit à petit, on a souhaité organiser ce qu'on a appelé un groupement solidaire d'achat. Ce groupement solidaire d'achat, il a permis de pouvoir acquérir des produits frais qui ne font pas partie des produits qui ne sont pas consommés dans les commerces traditionnels. Donc, du coup, on est vraiment sur des produits extrêmement qualitatifs, des produits que les personnes généralement issues de l'aide alimentaire n'ont pas accès de façon immédiate. C'est des familles. On l'avait mesuré au tout début de notre action, en mars ou en avril, avec Action contre la faim. On est vraiment sur une plaque de famille dont la principale source d'approvisionnement, à 60 ou 70%, c'est l'aide alimentaire. Donc, c'est des personnes qu'on retrouve qui ne choisissent pas leur alimentation. Et là, du coup, ce qu'on a voulu construire avec elles, c'est un espace où ces personnes sont mises en situation de choisir celle qu'elles souhaitaient consommer. Donc, chaque semaine, on se réunit autour d'un bon de commande et on choisit, on est 15 consommateurs acteurs, on va dire, à choisir ce qu'on souhaite commander pour la semaine, sur la semaine prochaine. Donc, il s'agit de se mettre d'accord. Il s'agit de connaître des produits qu'on ne connaît pas. Et là, il y a des grosses surprises. La courgette n'est pas connue de tous, le chou blanc non plus. Et du coup, c'est tout un espace où on partage énormément de choses, des recettes, des savoir-faire, où on apprend à dire artichaut en comorien, voilà, où on essaye de trouver des adaptations avec des légumes qui nous rappelleraient quelque chose dans notre pays d'origine qu'on connaîtrait. Voilà. Donc, du coup, ce groupement solidaire d'achat, il existe depuis, on l'expérimente de façon assez spontanée depuis janvier. Pour l'instant, on n'a pas… En fait, on a profité de cette opportunité qui nous a permis, Territoire à vivre, de nous lancer de façon un peu spontanée. Donc, on essaye véritablement, à travers de cette action, de passer du je au nous. Et ça, c'est pas évident, parce que, en fait, on va dire, quelle que soit sa situation sociale, son genre, enfin voilà, d'où on vient dans le monde, à un moment donné, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que l'acte de consommation, il est avant tout très personnel. Donc, construire un projet d'accès à l'alimentation à 15, du coup, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, du coup, c'est toute une… Ouais, du coup, juste, je te laisse finir, mais du coup, on peut finir aussi sur l'artichaut et le passage du genou, si ça va pour toi. Oui, c'est… Comme ça, il y aura peut-être des questions et ça permet à chacun d'intervenir. Ça va pour toi? Juste pour dire que là, aujourd'hui, où on en est, donc depuis janvier, on en est à réfléchir ensemble à l'idée d'un règlement qui permet de régir un petit peu notre format d'organisation. Et ce qu'on est en train de construire, potentiellement, c'est l'idée d'une épicerie auto-organisée à Marseille centre-ville. Voilà, du coup, au travers de ce partenariat avec Territoire à vivre, en une bonne année, on a réussi à construire à Marseille. Merci Sandra. Du coup, on va continuer le voyage sans plus attendre vers Toulouse. Et c'est Sabine qui prend la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Sabine Delcourt, de l'AFR, animatrice à l'AFR CIFAM Occitanie. Donc, je suis aussi ingénieure territoriale dans le cadre de Territoire à vivre, avec d'autres structures, donc le GSMIP, Épicerie solidaire, les Jardins de Cocagne, Bioriège-Garonne, VRAC et le Secours catholique. Et je vais vous parler, parmi les nombreuses initiatives qu'on a mises en place, je vais vous parler d'une initiative un peu précise
pour retranscrire ce qui a été fait en termes de démocratie alimentaire. Donc, je vous pose le contexte pour commencer. On a travaillé avec une association qui s'appelle Alimeco, qui est une association d'aide alimentaire dans les quartiers politiques de la ville de Toulouse et qui distribue des colis d'aide alimentaire, notamment lors du premier confinement, et qui touchait 80 familles à peu près, et qui avait comme volonté de travailler sur l'autonomie et la qualité alimentaire. Et bingo, la rencontre s'est faite entre TAV et cette association qui avait cette réflexion autour de la qualité alimentaire et de l'accessibilité. Et donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler avec eux, donc progressivement. En octobre 2021, ça a été la première étape où on a travaillé avec 15 personnes qui étaient des bénévoles d'Alimeco et qui préparaient les colis. Et donc, on a commencé par tout simplement préparer les colis avec eux pour faire de l'interconnaissance entre cette association et Territoire à Vivre. Donc, voilà, donc on est allé dans les locaux, préparer les colis. Ensuite, de novembre à décembre 2021, on a décidé de prolonger ce moment, c'est-à-dire qu'à la fin des distributions et en lien avec des partenaires et des bénévoles d'Alimeco, on se retrouvait à la suite de ces préparations de colis et distributions de colis pour échanger sur le projet de l'association qui était en devenir, hein, qui n'avait pas encore bien fixé les limites et les contours du projet. Tout en ayant en tête une grande mobilisation auprès des bénéficiaires des colis. Donc, en parallèle de ces actions, en novembre et décembre 2021, on a mis aussi en place des ateliers de sensibilisation avec des partenaires du quartier, notamment le centre social, avec des animations de photolangage ou aussi des cuisines de rue pour favoriser et élargir le débat, continuer à débattre, continuer à mobiliser les habitants, donc avec des partenaires du quartier. Ensuite, en janvier 2022, on a mis en place au niveau de la distribution des cafés de conviviaux où on avait installé des grandes tables. Les gens, avant d'aller chercher le colis, venaient s'asseoir et discuter avec nous parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les conditions du confinement ne favorisaient pas les échanges et ne favorisaient pas non plus le lien entre Alimeco, les bénévoles, et les bénéficiaires des colis. Et donc, ça a été des moments où on a pu discuter de la qualité des produits, du choix des produits et des recettes, voilà, autour de ces produits. Et aussi une mobilisation beaucoup plus grande autour du projet d'Alimeco. Et c'est aussi à ce moment-là qu'un stagiaire a été recruté par le centre social, mis à disposition d'Alimeco pour aider à développer le projet. Donc, merci Manon pour le suivi des diapos. On passe en février et juin 2022. Donc là, on a décidé de mobiliser de manière beaucoup plus conséquente une mobilisation citoyenne autour de justement la qualité et l'accessibilité alimentaire. Donc ça s'est déroulé en plusieurs temps, mais essentiellement en 3 temps, avec au préalable toujours des ateliers, des petits déjeuners de sensibilisation, des repas débats, pour essayer d'élargir au plus large dans le quartier avec d'autres partenaires. Et une fois qu'on a réussi à sensibiliser et à lancer le débat, on a organisé 3 ateliers. Un premier atelier pour construire une vision commune autour de la qualité alimentaire, bien manger de façon durable et accessible. Qu'est-ce que ça signifiait pour les gens? Qu'est-ce que ça a soulevé? Comment ça leur parlait? Comment les mobiliser là-dessus? Ensuite, on a mis en place un atelier, la balade alimentaire au sein du quartier. Donc, on avait mis en place un itinéraire pour repérer les expériences alimentaires ou non. On prenait des photos, on faisait parler les gens autour de leur quartier. Et ça a été le début d'une action qu'on appelle reprendre le pouvoir d'agir alimentaire sur son quartier. Et ensuite, on a rassemblé tous les habitants autour d'un autre atelier avec des propositions d'action pour retrouver le pouvoir d'agir au niveau alimentaire. Et donc, dans ce dernier atelier, en fait, on a réussi à mettre en avant 18 propositions, dont des ateliers de compostage, mettre à disposition des produits vrac
aussi travailler sur un lieu unique d'alimentation, mettre en place des vergers et des ruchers pédagogiques. Donc, une fois que cette vision commune a été élaborée, qu'on a élaboré des propositions d'action, il y a eu toute une démarche de diffusion et de communication. Donc, à travers différents événements, des événements nationaux, mais aussi au niveau du quartier, participation aux journées de transition écologique, au forum des associations, aux journées portes ouvertes. Et encore une fois, dans le souci de mobilisation des habitants ou des élus ou d'autres associations sur la thématique. Au niveau Occitanie, il y a eu la participation à la journée Fin d'avenir, dont je vous parlerai après. Et au niveau du quartier, en fait, sur les 18 propositions qui ont été retenues, il y en a 3, effectivement, sur lesquelles ils se sont concentrés. C'est le lieu unique dédié à l'alimentation, la distribution de produits vrac frais, et il y avait aussi des représentants des habitants qui étaient mobilisés pour aller discuter avec les institutionnels sur les espaces publics pour mettre en place des ruchers, des vergers, etc. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte, ce qui s'est passé, c'est que justement, le groupe s'est autonomisé, donc, est parti plaidoyer ou revendiquer sur les actions qu'ils avaient à mettre en place au sein de leur quartier. Donc, maintenant, tu peux changer la diapo, s'il te plaît. Aujourd'hui, le discours des différents acteurs converge. Ils ont une vision commune et, comme je vous disais, ils participent à des actions de plaidoyer et ils mobilisent d'autres acteurs en s'inscrivant dans des journées d'échange, etc. Donc, d'autres actions, on va passer vite parce que j'ai fini mon temps imparti. Maintenant, est-ce que tu peux passer? Donc, on a aussi mobilisé des collectivités qui s'interrogeaient sur l'accessibilité et la qualité alimentaire. Donc, on a formé, on a fait des journées de formation pour justement à l'appel des élus pour travailler sur des visions d'accessibilité et de qualité. On a fait aussi, tu peux passer à la suivante, on a fait aussi tout ce qui est mise en lien de coopération d'acteurs sur le territoire avec les élus. Et enfin, on a organisé une rencontre qui a rassemblé une centaine, tu peux passer à la diapositive, voilà, une centaine d'acteurs, des acteurs de la recherche institutionnelle et aussi des citoyens, des habitants, des associations pour travailler sur ces aspects de démocratie alimentaire et d'accessibilité alimentaire. Voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Merci Sabine et de ta vigilance sur le temps. Je vais passer la parole à Léa Violaine de Lyon. Merci et bonjour à tous. Et du coup, je vais finalement prendre la parole seule sur ces 10 minutes, mais parce que Violaine et puis Julia et d'autres acteurs et actrices vont prendre la parole ensuite pendant les échanges pour compléter, évidemment. Et du coup, moi, je suis donc Léa Thévenot, chargée de mission démocratie alimentaire pour Territoire à Vivre Grand Lyon depuis janvier. C'est un poste qui a été créé suite au travail préalable des ingénieurs de territoire, notamment Laurana pour VRAC France, Cécile pour l'UGES et Emilia pour les jardins de Lucie, les jardins de Cocagne. Et aussi des partenaires locaux depuis 2021 sur 2 territoires qui ont été choisis à Lyon, notamment à Lyon 8, la Maison engagée solidaire de l'alimentation, le Secours catholique, les épiceries sociales, et puis aussi à Saint-Fond, la Casaline, l'épicerie de l'ECS et les centres sociaux. La liste est longue. Mais là, ce que je vous propose, c'est de manière d'abord assez factuelle de vous retracer le cheminement qui a été réalisé sur les 2 territoires d'expérimentation du coup choisis à Lyon avec les habitants et qui se concrétise aujourd'hui par 2 collectifs d'habitants qui se saisissent de cette question de l'alimentation et qui avancent doucement. Alors, on va commencer par Lyon 8, donc avec les tables du 8e. Aujourd'hui, les tables du 8e, c'est donc un collectif d'habitants qui se réunit environ
tous les mois ou tous les mois et demi, qui en réunit en général entre 5 et 10 habitants sur les temps de présence, mais en fait, c'est un groupe plus grand d'habitants parce qu'il y a des aléas. Voilà, il y a des moments où des personnes peuvent venir, des moments où elles ne peuvent pas venir, donc ça mobilise plus largement. Et puis, notamment autour d'un constat central qui a été défini lors d'une des premières rencontres sur il n'y a pas assez d'offres accessibles, c'est ce que vous voyez écrit en vert, il n'y a pas assez d'offres accessibles financièrement pour s'alimenter sur le quartier, et en particulier des produits frais et de qualité, donc des fruits et légumes. Et le collectif actuel, il y a eu tout un processus et un cheminement qui a engagé énormément d'acteurs et d'actions sur le terrain aussi, avec en préalable depuis 2021 différentes actions, alors notamment un groupe de travail qui avait été constitué avec des habitants et des acteurs du quartier autour de la maison engagée solidaire de l'alimentation, avec VRAC et Récupé Gamel, qui ont pu élaborer le choix des activités, des horaires, des tarifs, etc. sur ce tiers-lieu qui a été inauguré ensuite, mais aussi tout un travail des différents partenaires du quartier autour de l'axe démocratie alimentaire, du coup, de territoire à vivre. Donc, avec en propre aussi chacun des actions de mobilisation, des animations, donc les ateliers, par exemple, cuisine ensemble du Secours catholique, des actions dans les épiceries sociales, etc. Et ces différents cheminements ont amené à des temps forts, des temps mobilisateurs, et notamment en octobre du coup 2022, l'inauguration de la MESA, qui est un événement festif qui a réuni et les habitants et les acteurs et actrices du quartier pour inaugurer ce lieu et aussi mobiliser à partir de toutes les actions qui avaient été en amont, menées en amont et des actions qui ont été menées le jour J, des ateliers aussi sur les différents sujets de l'alimentation. Et ce premier temps fort, il a été suivi d'un deuxième temps fort aussi, qui est la première assemblée citoyenne réalisée dans le 8e, du coup, ce qu'on appelait la table du 8e, qui a réuni une trentaine d'habitants, en grande partie des personnes qui vivent la précarité, autour de deux questions clés. Qu'est-ce que j'aimerais changer dans mon alimentation, ma façon de nourrir ? Et qu'est-ce qu'on aimerait changer tous ensemble dans le quartier pour tout le monde, pour que tout le monde ait accès à une bonne alimentation. Donc voilà, ça, c'est deux temps forts qui ont été construits avec les habitants, accompagnés notamment par Aequitas, et puis avec les structures du quartier et les ingénieurs de territoire. Donc voilà, tout ce collectif qui a construit ces temps-là et qui a mobilisé assez fortement. Et à la suite de ce temps fort, c'est des habitants qui se sont attachés à cette initiative et qui étaient intéressés pour continuer, qui ont constitué un groupe qui se retrouve du coup depuis, donc il s'est retrouvé en décembre, mais qui s'est retrouvé aussi 4 fois pour... et du coup, on peut passer à la slide suivante. Merci Manu. Qui se retrouvent du coup régulièrement pour mener l'enquête, définir le problème et essayer d'imaginer des pistes de solutions ensemble. Donc ça passe par des temps de réflexion autour d'arbres à problème, ça passe par la visite de producteurs, des liens créés avec les producteurs et les commerçants du quartier, par exemple le boulanger qui fournit la messa, la bicyclette, ou encore la ferme, une ferme urbaine dans le 8e, des arpentages de la BD sur la sécurité sociale, encore des patates, qui permettent d'avancer pas à pas vers des objectifs qui ont été fixés par le groupe. Donc voilà pour Lyon 8. Et pour Saint-Fond, du coup, qui est le deuxième territoire d'expérimentation sur lequel Lyon a décidé de mener une démarche de démocratie alimentaire. Là aussi, donc c'est pareil, c'est vraiment cette même démarche collective avec les acteurs locaux depuis 2021 et des actions aussi qui existent en préalable, évidemment menées par chaque acteur. Et là, ça s'est concrétisé à nouveau par un temps fort en mai 2022, une journée de l'alimentation à Saint-Fond, autour d'une projection de film, projection débat avec un producteur,
des échanges sur l'alimentation, un atelier cuisine, vraiment voilà, des temps d'échange mais animés. Cette journée-là, elle a été préparée avec les habitants et les acteurs locaux. Et à la suite de ce temps-là, il y a eu toute une période, donc, à l'instar de Toulouse, d'enquêtes alimentaires, de balades alimentaires, qui étaient accompagnées notamment par des étudiants et la recherche. Et des outils comme ceux que propose Delbouf, donc autour de voilà, quel constat on peut faire sur le paysage alimentaire du territoire. Et ces temps-là, donc il y a eu 5 balades alimentaires avec à la suite des temps d'échange, de restitution et de débat sur quelles sont les observations qu'on en ressort. Donc les ressentis, le vécu, mais aussi concrètement, voilà, c'est quoi les observations qui ressortent vraiment de ça. Et là, on est depuis ces balades alimentaires, on est vraiment sur une étape de maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces constats, comment on les valorise et comment on peut interpeller les élus, mobiliser d'autres habitants pour être aussi plus forts et trouver des solutions à ces constats qui démarquent des inégalités en termes d'accès à l'alimentation. Donc, un manque de diversité, en tout cas, une envie de plus de diversité dans les commerces d'achat et de restauration, des lieux où on peut se retrouver pour avoir accès à une offre alimentaire de qualité, tous ces éléments-là. Et du coup, ce cheminement, ça montre un peu voilà, les différents temps de la mobilisation, déjà avec des temps où il y a, on se confronte aussi à la difficulté des situations de chacun et du coup, on est parfois 5 ou 10 avec envie d'avoir plus de monde autour de la table. Du coup, l'envie de mettre à nouveau son énergie à créer des temps forts et mobilisateurs. Là, c'est ce qu'on voit par exemple avec le territoire de Lyon 8. Il y a cette envie aussi de retourner aller chercher plus de monde. Et c'était le cas aussi à Saint-Fond suite aux balades alimentaires. Et aussi, voilà, ce qui était important aussi de souligner, c'était que ces temps-là, ils vivent grâce aux actions qui sont menées aussi en propre par les structures. Pendant les ateliers cuisine, voilà, du Secours catholique, les ateliers cuisine de la MESA, les autres actions aussi de démocratie alimentaire qui sont menées dans les structures, donc à la Casaline aussi, les ateliers cuisine des centres sociaux. Enfin, tous ces temps-là sont vraiment des temps qui permettent de travailler cette politisation et de se mettre en commun pendant ces rencontres collectives. Et voilà, et après, on a aussi d'autres retours du vécu aussi, de la difficulté, de la tension entre la temporalité habitante, les enjeux des structures aussi, les envies, les besoins aussi des habitants urgents, et le temps long de comment on avance ensemble collectivement, voilà, en confrontant des visions différentes. Donc un peu aussi le passage du jeu au nous. Voilà, c'est toutes des choses qu'on partage, mais que du coup, on pourra aussi nourrir dans les échanges, notamment avec les acteurs et actrices qui ont vécu cette première phase. Voilà, Julia, Violaine et tous les autres qui sont là, qui pourront en parler mieux que moi. Merci. Merci Léa. On va terminer le voyage par Montpellier. Et c'est Kylian et Pauline, ou Pauline, qui prennent la parole. C'est nous deux. Je vais commencer, après je laisserai Kylian prendre la parole. Alors, je veux bien, du coup, Manon, la présentation. Donc, à Montpellier, on a fait le choix avec le collectif Territoire Livre local de partir sur une expérimentation qui s'appelle la caisse alimentaire commune. Donc, ça a été le fruit de réflexions collectives, évidemment. Je passe assez vite sur tout ça, puisque là, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir 10 minutes sur la question de la place des habitants et notamment de la place des habitants en situation de précarité dans ce projet collectif d'accès à l'alimentation et de droit à l'alimentation. Donc, la caisse alimentaire commune, c'est donc un budget géré par un comité citoyen de l'alimentation, un budget qui permet en gros que chacun participe financièrement à hauteur de ses moyens
mais que chaque participant puisse dépenser la même somme d'argent, à savoir 100 € par mois, dans un circuit alimentaire conventionné par ce comité citoyen, c'est-à-dire choisi en fonction de critères de qualité élaborés par ce fameux comité. Et après, c'est techniquement rendu possible par le développement d'une monnaie alimentaire qu'on a développée avec la monnaie locale ici qui s'appelle la graine. Voilà, on pourra revenir sur les détails de l'expérimentation, mais je vais me concentrer plutôt sur cette dimension citoyenne, puisqu'effectivement, ce qui était au cœur de Territoire à vivre au départ, c'était vraiment cette question du pouvoir des habitants sur l'alimentation, sur leur alimentation, sur leur système alimentaire, déjà au niveau du territoire. Donc voilà, on a beaucoup parlé de pouvoir d'agir, mais voilà, aussi pouvoir de dire, pouvoir de décider. Et donc cette dimension économique que représente la caisse, c'était aussi essayer d'augmenter un peu ce pouvoir d'agir en gérant très concrètement un budget et des ressources économiques. Donc là, vous voyez défiler des photos, c'est un petit peu le processus qui nous a mené à la mise en place du comité citoyen. Alors, tout comme mes camarades des autres territoires, il y a eu des balades urbaines, des projections de films, des ateliers de cuisine, voilà, une grande diversité d'actions qui a été d'ailleurs rendue possible par ce collectif de coopération, puisqu'on avait dans le collectif des épiceries solidaires, des associations d'éducation populaire, associations paysannes, et chacun a pu faire ce travail de mobilisation en proximité dans les différents quartiers. Et je pense que ça, c'est vraiment voilà, un enjeu fort de cette démocratie alimentaire. Aller à la rencontre des personnes. On a eu Rob Hawkins qui est venu faire une conférence il n'y a pas longtemps qui nous parlait de soigner l'invitation, que tout est dans ce soin qu'on porte à l'invitation et à ce temps qu'on passe finalement à réellement aller à la rencontre, au contact, à la discussion avec les habitants. Et ça nous a pris quand même un certain temps et on a pris le temps voilà, de cette mobilisation. Avec, là, vous voyez aussi un autre projet qui a été fait avec deux réalisatrices. On a fait des ateliers de vidéo participative sur le thème de manger. Donc, il y a 6 courts-métrages qui ont été réalisés par des habitants avec voilà, une thématique extrêmement large. Et donc, celui-là qui est accessible en ligne, il parle justement du comité citoyen, qui s'appelle Tous et Toutes en cuisine. Donc, voilà, on a vraiment diversifié, on va dire, les activités pour arriver finalement à constituer ce comité, donc je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, qui est composé aujourd'hui de 47 personnes, une majorité de femmes, la moitié à peu près qui sont des personnes concernées directement par la précarité et d'autres pas du tout. Donc il y avait vraiment aussi cet enjeu de l'alimentation comme bien commun, c'est-à-dire de voilà, travailler avec une attention particulière, agir plutôt avec des personnes en situation de précarité, mais pas uniquement, et de vraiment essayer de créer ce commun autour du sujet. Du coup, je vais laisser la parole à Kylian. Peut-être tu peux revenir maintenant sur la photo des membres du comité citoyen. Voilà, c'est là, et sur l'animation. Et du coup, Kylian, je te laisse témoigner de ta participation. Ouais, merci Pauline, merci Manon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Kylian Valois, je suis membre du comité citoyen. Donc, comme Pauline l'a dit, en fait, le comité citoyen, c'est vraiment l'instance démocratique qui gère la caisse alimentaire commune. Donc, du point de vue très opérationnel, comment ça fonctionne? On a eu pour l'instant 11 séances de travail. Donc, le comité, c'est à la fois un groupe de personnes et des séances. En fait, on fait un comité citoyen. Donc, il y a eu 11 séances principales, puis des séances intermédiaires. Et quand je dis qu'en fait, le comité citoyen gère la caisse, c'est que toutes les décisions démocratiques qui concernent ce budget-là sont faites par le comité. Elles sont prises par le comité. Donc, la première des décisions, en fait, ça a été de savoir comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi? C'est la recherche de consensus, vraiment en grande priorité. Si on n'y parvient pas, on passe au consentement. Donc, on demande est-ce que quelqu'un a un désaccord majeur avec la proposition. Et en dernier recours, mais je crois que c'est jamais arrivé, en fait, on le vote. Je crois que le seul truc qu'on a voté, finalement, c'est ce mode de décision-là. Donc ça, c'est du point de vue très opérationnel. Et quel type de décision est-ce qu'on a pris jusqu'à présent? Donc celle-ci. Et également, la première grosse, ça a été comment est-ce qu'on cotise? Parce que l'enjeu financier, il était quand même assez central et assez épineux. Donc, on a pris la décision de faire quelque chose de complètement libre du point de vue du montant. Comme c'est difficile de se situer sur l'échelle des revenus, on a quand même créé des guides qui permettent un peu de s'auto-évaluer et de suggérer une cotisation, mais ça reste une cotisation qui est uniquement suggérée, qui n'est absolument pas imposée. Et on ne demande donc aucun justificatif et la cotisation à montant libre.
Ça, c'était la première grosse décision, donc à savoir comment on cotisait. Et là, en ce moment, le gros enjeu, c'est comment est-ce qu'on conventionne des nouveaux commerces. Pour l'instant, on a démarré dans la caisse alimentaire avec 5 commerces qui sont conventionnés. Et on essaye là d'élargir le réseau puisque de nouvelles personnes vont entrer dans la caisse. Et donc, à 450 personnes dans la caisse, ça ne va pas être possible de gérer avec uniquement 5 points de vente. Donc, il y a un gros enjeu sur le conventionnement en ce moment, donc définir les critères, qu'est-ce qu'on appelle une alimentation de qualité, quels commerces sur le territoire peuvent y correspondre, est-ce qu'il y a des endroits où il n'y a pas ces commerces-là, et donc peut-être qu'il faudra impulser quelque chose. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on juge de ça en fait? Donc, pour l'instant, ce dont on a opté pour le conventionnement, c'est un binôme du comité citoyen et une personne de l'équipe d'animation territoire à vivre qui vont rencontrer des lieux avec un petit guide d'entretien, mais qu'on ne montre pas, qui pose plein de questions pour savoir comment le commerce fonctionne, comment il s'approvisionne, quelle est l'origine des produits, est-ce qu'ils sont sous signe de qualité, enfin vraiment tout ce qui peut concerner ce commerce et les producteurs et productrices qui y sont associés, pour savoir si ça répond à nos critères ou non. Et ensuite, ce petit résumé est exposé en séance plénière du comité citoyen. Et là, on fait comme je l'ai dit tout à l'heure, recherche de consensus, est-ce que tout le monde est d'accord pour mentionner ce lieu ou pas? Voilà. Donc ça, c'est du point de vue très, voilà, qu'est-ce que le comité citoyen? Si vous voulez un retour d'expérience peut-être plus perso, pourquoi j'y suis allé? Moi, pour plusieurs raisons. Pour m'impliquer sur un projet, moi, je ne suis pas directement concerné par la précarité alimentaire, je n'ai jamais eu de souci là-dessus. Moi, c'était vraiment pour participer à un projet de lutte contre la précarité alimentaire, dans un but plutôt de lutte contre la précarité alimentaire par la solidarité. Et aussi parce que j'ai fait un master recherche en économie de l'alimentation. Et donc, ça m'intéressait beaucoup de participer à cette expérimentation-là, aussi du point de vue recherche. Et j'y ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de choses, et ça, c'est mon retour d'expérience là que je vous fais, mais c'est quelque chose qui est relativement partagé. En fait, on en parle très souvent, et on est beaucoup à avoir ce point de vue-là. C'est la confrontation des points de vue, la confrontation des vécus. Parce que moi, comme je vous le disais, je n'ai pas vécu la précarité alimentaire, je ne la vis pas. En revanche, comme disait Pauline, il y a à peu près la moitié du comité citoyen qui la vit ou l'a vécu. Et donc, ces différentes approches, les différents parcours de vie, ça, c'est quelque chose d'hyper riche. Et ça fait que tout le monde a des choses à partager. Il y a une grosse question sur la légitimité, en fait. Ça, je pense que vous le vivez aussi sur vos territoires, ou des personnes qui n'avaient pas fait particulièrement d'études, qui étaient concernées par la précarité, donc que le système, en fait, vient rabaisser assez constamment. Au départ, ils n'étaient pas certains que ces personnes seraient écoutées, que le reste de l'Assemblée accorderait de l'attention à ce qu'elles ont à dire. Et en fait, je pense qu'elles ont vraiment trouvé une écoute, et c'est quelque chose qui est dit assez souvent au comité, parce qu'on a tous à apprendre des parcours en fait, de chacun, et donc leurs points de vue sont hyper riches. Donc, moi, déjà, j'ai appris ça. Il y a aussi une montée en compétence sur ce qui est présentation, enjeu des systèmes alimentaires. Voilà, donc c'est beaucoup d'apprentissage, je pense, pour tout le monde. Et ce sentiment hyper agréable de redevenir acteur et actrice en fait, de notre ville, et par le sujet de l'alimentation qui est hyper central et qui touche à des tonnes d'enjeux qui soient environnementaux, sociaux, nutritionnels, donc santé, voilà, hyper large. Je crois que je suis arrivé au terme de mon temps. Vous avez des questions, Il me reste 3 minutes, Jérôme, ou pas? 2 minutes. Ok. Bon, voilà, en gros, il y a plein de trucs à raconter sur cette expérience du comité citoyen, donc voilà, c'est un peu peut-être rapide, mais ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'effectivement, on essaie de l'animer. Il y a tout un collectif d'animation du comité pour que ce soit un réel espace d'éducation populaire, avec ce croisement de savoir, pour parler Kylian, qui est vachement important dans notre affaire. Peut-être vous dire aussi que tout repose sur cette idée qu'on est tous contributeurs et contributrices. C'est-à-dire qu'il y a cette caisse alimentaire commune, tout le monde met au pot commun et tout le monde contribue à partir de son expérience et de son vécu à l'élaboration de quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas uniquement certains ou certaines personnes en situation de précarité. C'est vraiment quelque chose de commun aux habitants, on va dire, de la métropole de Montpellier. L'autre élément, c'est de dire que ce système de caisse et ce comité citoyen, ça nous permet vraiment de créer une interface forte avec les collectivités locales, puisque dans le collectif Territoire à Vivre, dès le départ, la ville et la métropole ont été partie prenante. Et je dirais qu'aujourd'hui, on élabore progressivement la gouvernance, la manière de gérer cette caisse. Le comité citoyen est au cœur de cette gouvernance, mais de plus en plus interagit aussi avec les collectivités qui financent, qui appuient, qui soutiennent, plus ou moins selon les collectivités d'ailleurs. Et donc, on a des échanges réguliers entre le comité citoyen et les élus, notamment, sur des modes de communication qu'on appelle notamment le cercle samoan. Donc, voilà, on essaie vraiment d'aller sur des méthodes d'EduCoop qui nous permettent de créer ce dialogue-là.
Et voilà, c'est quelque chose qui va se poursuivre encore toute l'année sur cette année d'expérimentation, on espère par la suite, et qui progressivement permet voilà, d'avoir cette interface entre des personnes qui sont des habitants de la ville, pour certains en grande précarité, et des élus, mais aussi des chargés de mission, des collectivités. Voilà, on essaie vraiment de faire vivre cet espace-là politique, démocratique, dans un but de transformation assez fort. Et ces transformations, elles sont attendues à plein de niveaux, mais je n'ai pas le temps de le développer maintenant. Merci. Voilà. Merci Pauline. Juste faire un point avant la transition. Il y a 5 grandes idées qui apparaissent dans nos apprentissages. Il y a une première idée qui est la question de décaler, de comment, je reprends des paroles de Sandra qui disait sortir de l'aide alimentaire classique, c'est passer d'une posture de bénéficiaire à engager les gens comme citoyens. Ça, c'est une première idée. La deuxième idée qui est revenue souvent, c'est cette question de faire collectif, de passer du jeu au nous. Et je voulais remercier Kylian pour son témoignage personnel, parce que passer du jeu au nous, ça veut dire s'intéresser au jeu d'abord. Et je trouve ça important de situer nos témoignages de cette façon-là, ou d'avoir plus de monde autour de la table. Ça, c'est ce que disait Léa. Troisième enjeu, c'est politiser. Donc, c'est souvent un gros mot, ce terme de politiser. Mais politiser, c'est dire considérer l'alimentation comme un enjeu citoyen. Ce n'est pas un produit comme les autres. Parce que la santé, notre santé en dépend, la santé de la planète en dépend. Et de la même manière, ce que disait Pauline, engager les collectivités ou engager l'État, ça passe par là. Ça passe par une réappropriation citoyenne. Enfin, les 2 dernières choses, c'est résoudre des injustices à travers la démocratie alimentaire. Il y a plein d'injustices qui sont liées à l'alimentation. Il y a la question de la faim, il y a la question du non-choix qui revient souvent, il y a la question de la qualité des aliments, mais aussi de la façon dont on mange, seul ou accompagné, la question de la convivialité. Et puis, il y a la question de la condition de vie des paysans, de ceux qui peuvent produire une alimentation qui est bonne pour nous et pour la planète. Et puis enfin, ce que nous disaient Pauline et Kylian sur Montpellier, c'est comment on arrive à inventer un droit à l'alimentation ou une sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, c'est quelques idées pour rassembler un peu nos témoignages. Merci à tous les intervenants. On va faire 8 minutes de pause, donc on va reprendre à 10h40. Et d'ici là, vous pouvez mettre dans le chat à la fois vos questions, et puis Maëlys aura la tâche difficile d'essayer de les synthétiser ou de les regrouper. Puis on essaiera de répondre à un maximum de questions. Et puis de la même manière, vous pouvez mettre aussi vos inspirations, c'est-à-dire en quoi ça fait écho dans ce que vous avez envie de faire, parce que notre volonté à nous, c'est de faire mouvement. On est 120 là autour de la table et des écrans. Donc c'est chouette. Donc voilà, du coup, on s'arrête là, puis on reprend à 10h40 avec vos questions et puis pour commencer le dialogue. À tout de suite.
Alors, nous revoilà. On va passer dans la partie plus des échanges et des réponses aux questions que vous avez pu poser. Maëlys, peut-être? C'est beaucoup moins maîtrisé cette partie-là, vous allez voir, mais ça laisse la place. Et c'est comme ça qu'on peut avoir plus de monde autour de la table ou de soigner l'invitation, comme disaient Pauline et Rob Hopkins. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai essayé de relever vos questions au fur et à mesure. Donc, on va essayer de faire des petits groupes de questions que je vais relayer, mais n'hésitez pas à réagir si jamais c'est pas répondu. Juste pour les nouveaux entrants, est-ce que vous pouvez éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avoir une bonne audition. Merci. Du coup, on a certaines questions qui rebondissent directement sur ce qui a été présenté par les uns et les autres dans vos présentations et des questions un peu plus larges ou transversales. Et du coup, je laisserai peut-être, je vous laisserai répondre les uns les autres selon si vous avez des éléments ou non. Alors peut-être pour commencer par des choses un peu précises. Sabine, tu as parlé pour Toulouse tout à l'heure du lieu unique qui a émergé des propositions du travail que vous avez fait autour de Alineco. Donc il y avait une petite question pour préciser un petit peu ce que serait ce lieu unique. Et j'en profite aussi, il y a eu pas mal de questions sur les balades alimentaires. Lorana et Cécile ont un peu répondu à certaines dans le chat pour ce qui concerne Lyon. Mais si tu as un petit peu des précisions sur comment ça s'est passé, notamment comment ces balades sont encadrées et sur comment se positionnent du coup les habitants qui participent à ces balades. Je te laisse réagir là-dessus aussi. Du coup, sur le lieu unique dédié à l'alimentation, en fait, il est en projet. C'est-à-dire que parmi les 18 propositions, celle-là a été retenue. Et donc, le contenu, le lieu se précise, mais le contenu, comment ça va s'organiser, etc., c'est le travail qui va se passer dans les perspectives, enfin, c'est des perspectives de travail. Donc, toujours sur des principes de démocratie alimentaire, il va y avoir des ateliers autour des actions à mener dans ce lieu unique. Mais bon, ce qui se profile déjà, c'est un lieu où il y aura la possibilité de venir chercher ces paniers vrac, un lieu où il y aura de la cuisine, un lieu où il y aura des ateliers conviviaux autour de tout ce qui est alimentation, etc. Mais pour l'instant, c'est en devenir en fait. Pour la balade alimentaire, pour y trouver une singularité, pour laisser, enfin, il y a déjà des choses qui ont été notées dans le chat, mais la singularité au niveau de Toulouse, c'est, enfin, peut-être pas au niveau de Toulouse, mais ce qui est ressorti de ces balades alimentaires, c'est justement la réappropriation et la nomination d'un collectif d'habitants pour s'approprier les espaces publics, notamment pour l'installation de vergers, de ruchers, etc. Et il y a eu aussi cette appropriation. Au départ, on ne voulait pas nommer tous les acteurs parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient déjà faites sur le territoire. Notamment, il y avait VRAC qui était présent. Il y avait aussi un boulanger qui vendait son pain au centre social. Et en fait, on ne voulait pas énumérer vraiment tout ce qui existait déjà. On voulait partir en ayant une vision la plus vierge possible. Et c'est eux qui se sont appropriés la vision de leur territoire. Donc, ils nous ont fait part du passé, de ce qui se passait maintenant, de ce qu'ils aimeraient faire, etc. Ça s'est fait sur le temps de la balade, en fait. Je pense qu'il y a d'autres territoires qui peuvent intervenir aussi là-dessus. Est-ce que sur les balades alimentaires, peut-être Lyon, vous auriez d'autres choses à préciser sur comment ça s'est passé? Et ensuite, j'aurai un petit groupe de questions pour Montpellier aussi. Alors oui, avec plaisir. Moi, du coup, sur les balades alimentaires, j'y étais pas. Les retours que j'ai, c'est plutôt effectivement dans les débats qu'il y a eu ensuite, suite aux observations qui ont été faites pendant ces balades.
Et notamment, je rejoins Toulouse aussi, il y a eu pas mal de retours sur comment c'était avant. Et c'était assez... ça pouvait être assez critique, mais aussi parler des envies. Mais peut-être que, je ne sais pas si Violaine, qui a fait les balades, pourrait peut-être Oui. mieux en parler que moi. Je peux compléter si besoin. En fait, je pense déjà, c'est un accompagnement avec une fiche méthodologie assez stricte, du coup, qui aussi permet en fait d'accompagner les personnes. Nous, on avait aussi des personnes non lecteurs en français, et du coup, il y a aussi au début de la balade qui prend quel rôle. Il y a un photographe, il y a quelqu'un qui prend le son aussi, et du coup, dans cette méthode-là aussi où chacun peut trouver une place, c'est très intéressant. Moi, je trouve en tout cas sur la réciprocité des personnes qui font la balade. On avait fait le choix de nous de faire 5 tracés, donc il y a eu 5 groupes différents, pas forcément les mêmes jours, pas au même moment de la semaine, parce que les dynamiques aussi sur cette question-là sont pas forcément les mêmes en fonction des jours de la semaine. Voilà. Et après, le cadre, il est assez rigoureux. Il y a des questions, on observe, on capitalise, on va aussi à la rencontre. Je voyais tout à l'heure dans le chat, il y avait des demandes qui étaient est-ce qu'on a aussi interrogé des commerçants? Nous, il y a un groupe qui l'a fait, il y a d'autres groupes qui l'ont pas forcément fait parce que pour faute de temps, on a fait des tracés à chaque fois de 2 heures minimum, voire 3. Avec un cadre très précis de telle rue à telle rue, là vous tournez à gauche, à droite, etc. Et en fait, moi j'ai trouvé moi j'en ai vécu plusieurs balades avec une diversité de public aussi sur ces moments-là. Ce qui était intéressant en fait, c'est que chacun pouvait dire aussi ce qu'il pensait, son regard. J'ai vu aussi qu'il y avait la question sur les discounters. Nous, sur le territoire de Saint-Fond, il y a un discounter. Les personnes qui vivent la précarité alimentaire, elles savent très bien que pour des raisons budgétaires, ça peut leur convenir ce discounter. Mais après, quand on parle de la qualité, ils sont critiques en fait. Et personnellement, j'ai été aussi étonnée sur certaines lisibilités aussi du territoire que moi j'avais pas, parce que j'habite pas Saint-Fond, parce que plein d'autres raisons aussi de cet ordre-là. Donc voilà, nous c'est Belle Bouffe, l'association Belle Bouffe qui nous a fait avec les étudiants d'Isara, qui nous a fait cette grille en fait de balade, et c'était très performant, je dois dire. Et il y a plein de choses qui sont ressorties, entre autres de ce qu'il y avait avant, mais aussi de ce que les citoyens individuellement aimeraient pour eux. Et après, tout l'enjeu, c'est de reboucler avec le collectif dans ces moments-là. Je pense que c'est bon. Merci Violaine. Alors, un petit groupe de questions pour Kylian et Pauline à Montpellier. Alors, dans les questions autour de la caisse, il y a déjà une première question sur comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser autant de monde vis-à-vis des photos du comité citoyen. Et ensuite, en ce qui concerne la monnaie et le conventionnement, techniquement, il y a une question sur comment est-ce que vous faites la distinction entre la graine, la monnaie locale et la monnaie alimentaire que vous utilisez dans le cadre de l'expérimentation. Et une dernière question, Kylian, tu as parlé de la grille d'entretien que vous utilisez pour le conventionnement de nouveaux lieux. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Et la question, c'était aussi, est-ce qu'elle est communicable? Alors, je vais bien commencer sur la mobilisation du comité citoyen. Comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir un collectif de coopération lié à Territoire à Vivre a été quand même majeur dans la mobilisation des personnes dans le comité. Ce qu'il faut peut-être noter, c'est que les gens sont arrivés au comité citoyen par différents biais. Il y en a qui sont venus en ayant participé à une projection de film ou un atelier cuisine. Mais pour beaucoup, et notamment pour des personnes qui peuvent être concernées par la précarité, c'est des gens qui ont pu avoir un investissement préalable dans certaines associations de quartier, type épicerie solidaire, groupement d'achat citoyen et autres. Et donc, ça montre bien qu'on ne passe pas forcément de « je ne participe à rien » à « je viens tous les 15 jours à un comité citoyen de l'alimentation ». C'est-à-dire qu'on est aussi sur des personnes qui avaient un parcours aussi d'engagement préalable, voilà, qui avaient commencé à s'impliquer dans le groupement d'achat de leur quartier, peut-être dans une commission thématique de leur épicerie solidaire ou dans un conseil d'administration à l'échelle du quartier.
et qui du coup sont venus en confiance vers le comité citoyen. Donc ça, c'est important. D'autre part, il ne suffit pas que les gens viennent une première fois, encore faut-il qu'ils restent. Ce qu'il faut noter sur l'expérience du comité citoyen, c'est qu'on a perdu quasiment personne. C'est-à-dire qu'on était une cinquantaine au début, on est 47 actuellement. Enfin, il y a 47 personnes, je ne me compte pas dedans. Moi, je fais partie du groupe d'animation. Et donc, qu'est-ce qui permet cette constance, ce maintien de l'engagement? Parce que c'est quand même assez exigeant, c'était pas mal de temps. Ça, on est en train de l'analyser. On n'a pas encore, on n'a pas encore fait notre travail de résultat d'expérimentation, mais c'est vraiment ce soin qui est porté à l'accueil, aux échanges, à la déconstruction des rapports de domination. Donc là, on rejoint vraiment la question de l'éduc-pop. C'est-à-dire que c'est pas un vain mot, l'éducation populaire, c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Et donc, comment on garantit à chacun ce droit à la parole, cette légitimité à être présent, comment on met en place des règles communes de fonctionnement dès le départ et qu'on rappelle de manière régulière, parce que comme dans tout espace collectif, il peut y avoir des prises de pouvoir et autres. Et puis, cette idée qu'on est là pour apprendre aussi, qu'on est tous là pour apprendre. Des gens qui peuvent être diplômés comme Kylian, des gens qui peuvent avoir passé peu de temps en formation. C'est cette idée qu'il y a une égalité des savoirs. Les savoirs sont différents, mais il y a une égalité de savoirs et l'enjeu ici, c'est de les croiser. Voilà, je pense que c'est aussi les liens humains qui se créent dans ce type d'expérience, tout simplement. On va trouver aussi potentiellement de l'amitié ou en tout cas de l'entraide, de la solidarité. Et donc, on a passé énormément de temps et on y passe encore beaucoup de temps à soigner l'animation du comité citoyen, à penser les séances en amont, à proposer aussi aux membres du comité de faire des propositions sur ce qu'on y fait pour la prochaine séance, etc. Et puis, on mange à chaque fois ensemble, on a une garde d'enfants systématique, on rappelle les gens au téléphone avant les comités citoyens pour leur rappeler que le comité… c'est beaucoup de temps, hein, c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de temps et d'attention. Une illustration aussi de ce que vient de dire Pauline sur les liens qui peuvent se créer entre les membres du comité citoyen. Alors, je ne crois pas qu'il y ait d'amitié qui soit née du comité, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'on a eu un comité citoyen il n'y a pas longtemps, c'était pas le dernier, celui d'avant, qui n'était pas au lieu habituel, donc dans le centre de Montpellier, mais qui était dans une ferme urbaine. Et on a appelé tout le monde pour organiser un covoiturage. Et en fait, beaucoup s'étaient déjà entre-organisés et connaissaient qui y avait dans leur quartier, avaient déjà vu, moi je peux t'emmener parce que je sais que toi, tu n'as pas de véhicule, etc. Donc, on voit qu'il y a des liens qui commencent à se faire et de la communication hors cadre des séances de comité. Voilà. Donc, ça, c'était juste sur… Alors, je réponds techniquement sur la monnaie, et puis après, je te laisse parler du conventionnement. Donc, comme je disais tout à l'heure, on s'est appuyé sur la graine, la monnaie complémentaire de l'Hérault, qui, quelque part, est notre partenaire, nous a prêté ses outils. En gros, on ne s'est pas calé sur la monnaie locale existante, parce qu'effectivement, le circuit de distribution était déjà défini et pas forcément sur les mêmes critères que ce qu'on avait envie de travailler dans le cadre du comité citoyen. Par contre, en gros, ils nous ont prêté leur compte en banque, certifié Banque de France, parce que pouvoir récolter de l'argent pour ensuite le redistribuer, il faut être un petit peu dans les clous quand même. Quelqu'un me posait la question, je crois, du financement. On est cofinancé, c'est-à-dire qu'en gros, la caisse, elle est financée par les participants, par des subventions publiques et par des fondations actuellement. On a 200 000 euros de financement extérieur, donc fonds publics, fonds, fondations, et puis une somme X de contribution des participants qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on est en train d'intégrer actuellement 400 participants dans la caisse alimentaire commune. Et donc, du coup, on a développé en gros un outil numérique, la MONA, la monnaie alimentaire. En gros, tout simplement, je ne sais pas si Manon, tu as le temps de projeter la diapo, mais c'est un compte en ligne qu'on peut créditer et qui est débité à chaque fois qu'on fait des courses. Il y a des gens qui vont mettre 1 euro par mois et qui vont être crédités de 100 euros. Et il y a des gens qui vont mettre 130 euros par mois sur leur compte et qui vont être crédités que de 100 euros aussi. Voilà, pour répondre à la question et sur le conventionnement qu'il y a. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Je ne peux pas vous communiquer la grille parce qu'en fait, elle n'est pas du tout définitive pour l'instant. On avance chemin faisant et là, on a un premier outil qui a commencé à être testé, mais qui n'est pas final. Par contre, je peux vous parler un petit peu plus de comment elle se dessine. Pour l'instant, on a 8 indicateurs, donc 8 critères.
Il y en a 4 qui sont plutôt des critères de qualité, qui sont des critères alimentation durable. Voilà, on va dire ça. Le premier, c'est la localité et la saisonnalité. Donc, est-ce que le produit est créé et produit au cœur de la métropole de Montpellier, ou dans un rayon de 150 km, ou en France, ou on ne sait pas, ou ailleurs. Voilà, donc là, à chaque fois, en fait, pour chaque critère, c'est un dégradé en fait, qui va du vert, c'est-à-dire l'idéal pour ce critère, au rouge, où là, ça commence vraiment à poser problème. Et donc, si le commerce vend beaucoup de produits dont la provenance est complètement inconnue, bah voilà, sur cet indicateur-là, en tout cas, c'est très mauvais, quoi. Ensuite, on a la question de l'intermédiaire. Donc, est-ce que c'est de la vente directe? Est-ce que c'est du circuit court? Est-ce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires? Est-ce que c'est intraçable? La question de la qualité, donc est-ce qu'il y a label ou pas? Est-ce qu'on peut passer hors label par un réseau de confiance? Ça, c'est aussi des questionnements qu'on a en ce moment. La gouvernance, est-ce que c'est une structure coopérative dans l'idéal, ou une structure associative, ou est-ce que c'est une structure capitalistique classique avec des marges du coup plus importantes, etc. Et ensuite, il y a 4 critères plutôt de praticité. Donc, un qui va être l'accessibilité physique, qui prend en compte plusieurs choses. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile de se rendre sur ce lieu, avec voiture, sans voiture? Est-ce qu'on a déjà des lieux conventionnés dans cette zone-là? Là, en ce moment, on est en train de plutôt mettre l'accent sur les territoires en fait, où on n'a pas de commerce, parce qu'on a envie que les personnes qui rentrent dans l'expérimentation puissent avoir un point de vente conventionné par la caisse près de chez elles, près de chez eux. Donc, il y a un enjeu à mailler un peu le territoire. Donc, même si un commerce pourrait tout à fait convenir à nos critères, s'il y en a un juste à côté, on ne va peut-être pas le prioriser, dans un premier temps en tout cas. Ensuite, il y a l'accessibilité économique. Bon, c'est un peu, ça rejoint un petit peu la question de la gouvernance, mais pas nécessairement. Donc là, c'est est-ce que les prix incluent des marges raisonnables, voire est-ce que c'est complètement à prix coûtant ou pas. Ça peut aussi jouer en fonction du type d'acteur, bien sûr, c'est relié à la gouvernance et au nombre d'intermédiaires. Si c'est en vente directe, forcément, le prix peut être un peu plus élevé et ça ne va pas forcément baisser sur ce critère-là. Il y a la question de la diversité des produits. Est-ce que c'est du monoproduit? Est-ce qu'il y a une gamme large? Donc, est-ce que les gens peuvent faire toutes leurs courses au même endroit ou pas? Et le dernier critère, c'est est-ce que la structure, donc le point de vente, a manifesté un intérêt pour le projet de caisse alimentaire? Donc, est-ce que c'est ce point de vente qui s'est manifesté de lui-même à nous, qui est venu nous voir, ou est-ce que c'est nous? Et si c'est nous, quand on lui en a parlé, est-ce qu'il est hyper réceptif, ou est-ce qu'il y a des réticences, etc. Ça montre un peu l'intérêt à la démarche globale. Est-ce que cet intérêt, il est purement économique, de ça va m'amener des nouveaux clients, ou est-ce que c'est génial, vous luttez contre la précarité alimentaire par la solidarité et la démocratie alimentaire? J'adore, j'ai envie de vous suivre là-dessus. Voilà, pardon, j'ai parlé un peu vite, mais je crois que c'est à peu près tout. Merci pour vos réponses. On a aussi un gros bloc de questions sur tout ce qui concerne le lien avec les producteurs. J'ai vu que Clément a commencé à répondre dans le chat en vous invitant la semaine prochaine à suivre le webinaire qui est spécifiquement du coup dédié aux questions agricoles. Mais peut-être déjà, du coup, il y a des questions un petit peu sur des animations, des activités qui ont été organisées dans les territoires, par exemple des visites de ferme. Si certains ont envie de réagir là-dessus, peut-être que je vais vous laisser la parole d'abord. Et ensuite, Clément, si tu veux peut-être en dire quand même un petit mot sur le lien entre ces démarches de démocratie alimentaire et les alliances avec le milieu agricole. Je te laisse la parole aussi quelques minutes. Du coup, déjà, est-ce que sur des activités qui ont eu lieu dans les territoires, peut-être Marseille ou d'autres, je vous laisse la parole. Moi, je peux prendre la parole rapidement pour notamment, j'ai vu qu'il y avait une question sur le lien entre urbain-rural et deux mondes qui auraient des a priori les uns vers les autres. Et peut-être une petite réaction à chaud, c'est que dans les visites de ferme qu'on a pu organiser, moi, j'ai plutôt observé l'inverse finalement, enfin, avec beaucoup d'échanges, je sais pas, sur les manières de cuisiner, sur les manières de cultiver entre les producteurs et les personnes qui visitaient les fermes, enfin, qui étaient de quartiers populaires plutôt, avec plein de personnes aussi qui, en fait, dans leur milieu d'origine, étaient issus de milieux paysans. Du coup, en fait, il y a pas forcément tant d'écart entre ces deux mondes, justement. Il y a des ponts à faire assez facilement, je pense. Et peut-être, Sandra, tu voudras parler sur la cueillette que tu as pu faire avec Vivre Solidaire, je pense. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a l'outil visite, l'outil cueillette. J'ajouterais juste que, oui, à Marseille, on a beaucoup travaillé sur l'approvisionnement.
avec un collectif de paysans et paysannes du coin, et qu'en fin juin, on organise une fête en fait aussi pour un peu matérialiser le lien entre Marseille et le milieu périurbain ou rural autour, pour rassembler un peu tout le monde justement, que ce soit les urbains, les ruraux, et commencer à discuter. Et à terme, on aimerait bien que ça se matérialise aussi autour de la table sur des relations de travail en fait entre paysans et urbains. Et ouais, Sandra, je te laisse peut-être la parole sur les cueillettes aussi. Oui, alors très rapidement, alors nous, c'est pas encore quelque chose qu'on a trop creusé, mais qui va être un vrai enjeu de lien pour 2023, on va dire. Je te rejoins, Fange, sur le fait que effectivement, nous, dans les personnes qu'on accueille, beaucoup, notamment celles d'origine africaine au sens très large, hein, du sud de l'Afrique, de l'Est, de l'Ouest, ont un rapport à la terre très flagrant pour avoir elles-mêmes, pour avoir travaillé, pour avoir des grands-parents, pour avoir voilà. Donc on connaît la pousse du légume, etc. Après, on vit dans un monde extrêmement urbain, Marseille aujourd'hui. Donc du coup, ce rapport-là, il a tendance à s'effilocher, à s'éloigner. Sur les questions de mobilité, alors nous, on est en plein centre-ville, très peu sont véhiculés, et du coup, il y a une véritable recherche de pouvoir aller visiter des fermes, se déconnecter dans la nature. Voilà, on est sur des personnes qui n'ont pas une mobilité très facile. On est sur des personnes qui ont des statuts administratifs incomplets, on va dire, pour respecter le jargon. Donc, du coup, sortir du centre-ville, on est plutôt sur des personnes qui ont une mobilité faible. Donc, on va essayer d'accompagner ce volet-là. Et avec comme première observation aussi, à travers notre groupement solidaire d'achat, un peu une volonté d'aller rencontrer les personnes qui nous fournissent chaque semaine les produits. Et du coup, ça humanise un petit peu la relation producteur-consommateur, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas forcément quand on va s'acheter son kilo de légumes conventionnels au marché. Là, on peut, grâce au lien avec Graines de Soleil notamment, matérialiser le fait que la personne qui nous vend les œufs chaque semaine, c'est un petit producteur de la Phare les Oliviers et qui s'est cassé le bras il y a un mois et qui du coup a des problèmes d'approvisionnement. Et du coup, par exemple, ce qu'on avait soulevé comme projection, c'était de pouvoir aller l'aider. Voilà, donc du coup, ça matérialise vraiment et ça humanise les consommateurs de pouvoir choisir leur alimentation, mais ça humanise aussi le lien avec un producteur. Et ça, c'est très chouette à voir. Merci pour ce témoignage, Sandra. Est-ce que Clément, tu veux apporter quelques éléments sur cette question assez rapidement, sans vouloir spoiler du coup le webinaire de la semaine prochaine, dont je vous invite à participer, qui sera dédié à cette question agricole. Effectivement, c'est tout un enjeu de faire participer les paysans et les paysannes à ces projets, qui sont quand même des projets qui sont majoritairement nés dans des grosses villes, dans des lieux très urbains, par les mangeurs. Donc, c'est tout un défi d'arrimer, de faire participer les paysans à ces projets, mais c'est important, notamment pour la construction un peu de cette connaissance mutuelle. Donc, Kylian, tu faisais mention au sein du comité citoyen, cette connaissance mutuelle qui se fait aussi avec, entre des mangeurs en situation de précarité, des mangeurs qui ne le seraient pas, mais aussi entre les mangeurs et les producteurs. Donc, c'est assez important. C'est assez important pour construire aussi la connaissance de cause, de savoir comment est produit, comment sont produits, dans quelles conditions de travail, etc. Mais voilà, ça nécessite d'aller directement à la rencontre des producteurs. Et au sein de Territoire à vivre, sur cette question agricole, on s'est beaucoup intéressé à une question qui est la question du prix, et comment se construit le prix entre toutes les initiatives de solidarité alimentaire qui sont diverses et les producteurs. Cette question du prix qui est essentielle, puisque elle peut quand même conditionner en partie la rémunération des producteurs, comment eux ils vivent, et il y a tout le défi du prix accessible pour les mangeurs. Et donc, c'est comment reposer un peu cette question du prix
sans qu'on aille dans la culpabilisation de personnes qui seraient à petit budget. Ça ne voudrait pas forcément dire que, à cause de vous, les producteurs sont mal payés ou quelque chose comme ça, et vice-versa, décomplexer aussi les producteurs sur le prix dont ils peuvent vendre leurs produits. Donc, c'est un peu comment on peut permettre le dialogue sur cette question épineuse et centrale du prix. Donc, la semaine prochaine, on parlera un petit peu de ça et on aura un bilan des actions agricoles sur les 4 territoires. Donc, je vous invite à vous inscrire pour recevoir le lien. Merci Clément. Alors, on avait aussi des questions sur tout ce qui était gouvernance participative et aussi, je rapproche ça à une autre question sur l'animation du comité citoyen de Montpellier notamment. Est-ce que Kylian et Pauline, vous pourriez nous en parler un petit peu plus sur ce groupe d'animateurs du comité citoyen et un mot sur les réflexions que vous avez sur la gouvernance participative sur ce projet? Et je me dis que peut-être, Lyon, vous auriez des éléments autour peut-être de la MESA, notamment sur ces questions de gouvernance à nous apporter aussi. Donc, Montpellier, peut-être d'abord. Le groupe animation, oui, en fait, tout part de cette idée de collectif territoire vivre, donc cette hypothèse de la coopération comme terreau de toute la suite. Et donc, finalement, progressivement, des membres des différentes organisations qui sont membres du collectif ont souhaité s'impliquer sur l'animation du comité citoyen. Donc, généralement, c'est 2 séances de travail préalables à chaque comité citoyen où on va définir un peu le programme, la thématique qu'on souhaite aborder et la méthode, on va dire, d'animation qu'on souhaite utiliser. Donc, c'est vrai qu'on prend un vrai temps là-dessus. On a Philippe, qui est donc salarié des Petits Débrouillards Occitanie, qui nous appuie beaucoup sur les méthodes d'animation. Ensuite, on va avoir des personnes dans le groupe qui sont des bénévoles, comme je pense à Sébastien, par exemple, qui est là, je crois, qui est bénévole au Grenier d'Abondance, donc qui apporte aussi beaucoup de ressources, de connaissances sur les systèmes alimentaires. C'est des exemples. Ensuite, on va avoir des personnes qui sont plutôt salariées de leur structure et donc qui consacrent une partie de leur temps à animer le comité citoyen. Et puis, depuis maintenant le mois de janvier, on a plusieurs membres du comité citoyen, donc Kylian, Michaëlé, Mel, qui s'impliquent dans l'animation. Donc, on a ouvert le groupe d'animation à des membres du comité citoyen qui sont disponibles et qui ont un peu le temps pour qu'ils puissent participer à l'élaboration du programme des séances et de ces fameuses méthodes d'animation. Vous dire aussi peut-être que maintenant, au début, on était plutôt tous les 15 jours, maintenant on est passé à 1 fois par mois, mais on organise aussi des séances intermédiaires. Entre 2 plénières, on va dire, du comité citoyen, on peut avoir un temps de travail sur une thématique spécifique. Et là, qui peut vient. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les 47 membres qui sont là, mais ceux qui sont dispo essayent d'être là, font un travail un peu plus approfondi. Bon, par exemple, sur le conventionnement, qui est un gros sujet actuellement du comité citoyen. Ils vont se retrouver en plus petits groupes, essayer d'avancer très concrètement. Et puis, hop, ça repart vers le comité citoyen qui va, à son tour, valider, confirmer telle ou telle piste ou telle décision. Voilà, en gros. Et l'autre question, c'était la gouvernance. Le gouvernement sur la gouvernance participative. C'est un des gros sujets, je dirais, de l'expérimentation en tant que telle. Donc, on doit aboutir à une proposition de gouvernance de la Caisse au printemps prochain, parce qu'en gros, je ne sais pas si ça a été clair, mais il y a eu le programme Territoire à vivre qui a permis de monter la coopération, élaborer le projet d'expérimentation, mobiliser des habitants, des acteurs, des élus, lancer l'expérimentation de Caisse. Et là, maintenant, voilà, le programme Territoire à vivre national prend fin et nous, on poursuit avec toute une année d'expérimentation de la Caisse qui donnera du coup ses résultats début 2024. Mais en tout cas, sur la question de la gouvernance, il y a plein de questions qui se posent. C'est déjà le mode de fonctionnement du comité citoyen. Est-ce que c'est des mandats? Pour combien de temps on est membre du comité citoyen? Comment on renouvelle? Là, a priori, on est parti sur un renouvellement tous les 2 ans sur tirage au sort. Bon, voilà, ces réflexions-là. Ensuite, il y a le lien avec le collectif Territoire à vivre, donc les acteurs de l'alimentation solidaire et durable, qui sont un peu pour l'instant les chevilles ouvrières de ce que décide le comité citoyen, qui assure la mise en œuvre de leurs décisions. Mais peut-être que les points de vente de la caisse alimentaire pourraient aussi avoir un pouvoir de décision dans la caisse.
et les producteurs également, qui fournissent soit en direct sur les marchés, soit qui fournissent les points de vente, pourraient également avoir des voix dans la gouvernance de la Caisse. Les institutions qui sont actuellement contributrices du projet d'expérimentation en termes de réflexion, mais aussi pour certaines en termes de financement, ville, métropole, région et État, via la stratégie pauvreté. Voilà, quelles vont être aussi à un moment donné leur voix dans la gouvernance de cette caisse? Est-ce qu'ils vont avoir un pouvoir? Lequel? À quel endroit? Comment il va pouvoir s'exprimer? Voilà, donc on est vraiment sur cette agrégation de toutes ces parties prenantes. La caisse crée l'interface, mais du coup, on doit avancer maintenant avec tout le monde en croisement de connaissances et de savoir sur quel modèle de gouvernance on souhaite privilégier, ce qui posera également la question de la structuration juridique éventuelle de cette caisse, puisqu'aujourd'hui, le collectif territorial n'est pas une forme juridique, c'est un collectif de structures. La caisse alimentaire est coportée par plusieurs structures, avec Ecosinas, par exemple, tout ce qui est animation, démocratie, la FRCIVAM qui gère les fonds, en lien avec la monnaie locale qui réceptionne les fonds et qui redistribue aux participants. Bon, voilà. A priori, ce n'est pas un montage qui va pouvoir tenir dans le temps s'il y a une pérennisation et une prolongation de la caisse. Voilà. Donc, c'est tous les chantiers qu'on a sur la table actuellement. Merci Pauline. Est-ce que certains autres territoires ont des réflexions à ajouter sur la partie des gouvernances participatives? Peut-être les Lyonnaises ou Sabine, peut-être? Je sais pas si... Oui, non, c'est juste parce qu'effectivement, tu as précisé Lyon et la MESA, donc je me suis dit que je pouvais intervenir très brièvement, mais peut-être que les autres du territoire pourront compléter aussi. Nous, la MESA, juste pour contextualiser très vite, c'est la Maison engagée et solidaire de l'alimentation, et donc un projet de tiers-lieu alimentaire qui a été coporté avec l'association Récupé Gamel. J'ai vu que Lucas était aussi présent sur la visio, donc voilà. Nous, la MESA, on a rejoint très rapidement le projet de territoire à vivre, puisqu'on s'est monté en même temps, et finalement, ces deux projets qui se sont construits collectivement. Une mini précision, c'est que du coup, ce lieu et ce projet n'est pas tout territoire à vivre, puisque comme je disais, il est coporté à deux structures. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement, on a aussi décidé de relier territoire à vivre et de voir comment inclure finalement un projet collectif et très collaboratif qui est territoire à vivre dans un autre projet collectif et très collaboratif qui était celui de la MESA. Nous, la MESA, c'était un projet avec un objectif et de co-construction avec les habitantes et les habitants et partenaires du quartier initialement. Et donc, on a ouvert en octobre dernier. Et pour faire de ce projet qui avait été collaboratif dans le lancement, un projet qui puisse être accaparé à la fois par les partenaires territoires à vivre, mais aussi les citoyens et les citoyennes, on a décidé, notamment en discussion avec Jérôme de Aequitaz et à Aequitaz de manière générale, d'avoir plusieurs niveaux de gouvernance qui permettent de correspondre au maximum aux différents enjeux des citoyens, des acteurs, mais également les temporalités, donc réagir à l'urgence, réagir à la projection, etc. Et du coup, on s'est dit, en fait, on va fonctionner par palier. On va être dans une dynamique où on met à contribution tous nos adhérents en recueillant les besoins, les envies d'évolution du lieu, à la fois par des questionnaires sur des approches très qualitatives, etc. Qu'on puisse aussi avoir, pour ceux qui veulent vraiment participer à avancer là-dessus, des petits groupes de travail, format commission, sur les produits, sur les animations, etc. On est en train de créer un conseil de maison, en gros, qui ressemble à une AG, mais vu qu'on est deux associations, nous n'avons pas une AG, pour créer un événement qui puisse rassembler des personnes, largement, et permettre à des personnes qui ne s'expriment pas d'ordinaire de pouvoir le faire. Ensuite, on a notre gouvernance partagée avec Récupé Gamel. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que dans l'entrelacement avec territoire à vivre et les acteurs et les actrices, nous, ce qu'on a
décidé, même collectivement, c'était finalement de se dire que Territoire à vivre, c'était un projet qui supplantait, nous, notre simple lieu, qui est un projet qui se veut rassembleur à l'échelle d'un territoire et qu'on avait envie d'avoir en propre, avec tous ces acteurs et actrices, un projet ou des projets liés à la démocratie et l'accessibilité alimentaire. Donc finalement, nous, à la MESA, Territoire à vivre, ça va infuser dans ce qu'on porte en termes de participation à cette pierre à l'édifice. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime assez clairement sur la manière dont on a essayé d'imbriquer tout ça, mais donc voilà, on a, en gros, pour être au plus clair, on a choisi d'avoir en propre, de porter très collectivement avec tous les autres acteurs, actrices, citoyens et éventuellement des financeurs, des projets communs dans lesquels après on vient faire infuser nos lieux et nos métiers aussi pour avancer collectivement. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que d'autres avaient des éléments qui voulaient compléter là-dessus? Sinon, j'ai encore plein de questions. Et 5 minutes. Et 5 minutes, ça fait. Alors, du coup, on avait peut-être deux derniers blocs de questions. Un sur les moyens, finalement, les moyens financiers et les moyens humains. Notamment, une question sur le temps bénévole dans toutes ces démarches. Et les moyens financiers, il y avait aussi une question sur le fonds aide alimentaire durable. Peut-être que c'est l'occasion d'en dire un mot. Donc, je propose 2-3 minutes là-dessus et ensuite on aura ces dernières questions du coup intéressantes sur finalement comment est-ce qu'on embarque les politiques dans ces questions. Donc, peut-être si vous avez 2-3 éléments de réponse sur les financements de ces activités et les moyens nécessaires, notamment humains, et ensuite on passera à la question des politiques. Moi, je veux bien répondre là-dessus, c'est que oui, c'est beaucoup d'engagement, c'est-à-dire que donc on peut parler donc c'est du temps bénévole, c'est-à-dire non rémunéré, soit parce que on fait rentrer ça dans un temps de travail déjà saturé que toutes les associations connaissent aujourd'hui, soit parce qu'on s'engage personnellement en tant que citoyen ou citoyenne dans l'animation d'un comité citoyen ou dans la participation à un comité citoyen ou dans la réalisation d'actions dans son quartier, parce qu'on n'a pas parlé aussi de ce qu'on essaie de mettre en place, la démocratie alimentaire. Enfin, voilà, ça peut être un comité citoyen, mais c'est aussi tout ce qui va se passer au quotidien dans les quartiers, parler alimentation, faire ensemble, cuisiner, jardiner, se réapproprier toute cette question-là, toute cette chaîne-là. Donc, c'est vrai que c'est très, très politique, c'est des engagements forts, c'est du temps passé. Et ça, il ne faut surtout pas le nier ou l'invisibiliser. Je pense que c'est absolument majeur. Sans parler qu'on est sur des questions qui sont compliquées, des personnes qui vivent une précarité au quotidien, qui du coup ont un intérêt pour ces questions alimentaires, ont envie de s'y impliquer, mais ont aussi potentiellement tout un tas d'autres sujets sur la table. Sur chaque comité citoyen, on a mis en place des médiateurs, parce que des fois, ça déborde, des fois, les émotions sont fortement présentes. Voilà, chez des personnes qui peuvent être en situation de précarité ou pas, parce que les émotions n'ont pas forcément de classe sociale. Donc oui, c'est beaucoup d'engagement et on a besoin de tout le monde, de toutes les forces possibles à différents niveaux en fonction des capacités de chacun. Veiller à la surcharge, veiller à ce que ce ne soit pas trop non plus. Voilà, mais en tout cas, je pense que oui, c'est beaucoup de temps. Nous, là, sur Montpellier, pour faire tourner l'expérimentation cette année, on est quasiment 4 équivalents temps plein salariés, plus un temps bénévole, justement, on est des mauvais élèves parce qu'on ne le décompte pas suffisamment, mais ça fait partie des choses qu'on doit faire et qu'on peut faire pour bien rendre visible ce qui aura permis cette expérimentation et pouvoir se projeter sur une suite aussi réalisable. Merci Pauline. D'autres éléments là-dessus pour les autres territoires? Et sinon, du coup, la dernière question sur
Comment est-ce que vous embarquez les politiques dans ces questions? Juste, pardon, peut-être pour compléter quand même qu'au démarrage, c'était aussi l'idée de Territoire à vivre de pouvoir financer du temps dédié à cette mise en coopération et qu'il y avait des enveloppes prévues sur chaque territoire pour financer un peu de temps aussi des partenaires associés ou qui pouvaient s'impliquer. Je pense que ça couvre évidemment pas du tout le temps final qui a été consacré au projet, mais ça a quand même permis un effet levier aussi au démarrage. Enfin voilà, c'est quand même dans le lancement de la dynamique, c'est aussi des éléments qui peuvent jouer. Et juste pour faire le lien avec le FAAD, c'est bien ce qui est prévu au niveau local, c'est d'avoir des enveloppes sur du temps d'ingénierie et de la RH pour initier, coordonner des dynamiques territoriales. Donc, c'est un peu le moment d'en profiter. Vas-y, Léa. Oui, non, c'était aussi pour rejoindre ce que disaient Pauline et Manon, mais à Lyon, c'était ça aussi, c'était du temps de travail divisé entre différents ingénieurs de territoire des structures sur la première phase, sur les différents axes, du coup, pas seulement l'axe démocratie alimentaire. Et aujourd'hui, maintenant, nous, on est 4 aussi, mais pas 4 équivalents temps plein. Du coup, on est... moi, c'est un temps plein, mais du coup, avec du temps aussi énorme des structures au niveau local mobilisées et aussi des temps partiels sur les différents axes. Voilà, mais je rejoins complètement le côté temps des structures aussi mobilisées sur les temps de travail, les temps de la gouvernance, d'animation, etc., qui sont précieux. Merci, Léa. Sandra, vous continuez. Juste rapidement, oui, alors je ne vais pas forcément sur les ETP d'animation, mais ce qui est intéressant à noter sur le territoire marseillais, c'est, me semble-t-il, l'innovation en matière de pouvoir acheter des produits dans d'autres circuits que ceux traditionnels et notamment ceux liés à la banque alimentaire, qui sont des produits quand même hyper standardisés, produits on ne sait où dans le monde, avec globalement, on imagine des choses, quand on commence à aller à la banque alimentaire, de voir on a tout un imaginaire en se demandant d'où vient cette boîte de sardines écrite dans une langue cyrillique qu'on ne connaît pas, sans traduction nulle part, bref. Et là, c'est vrai que de cette expérience de pouvoir avoir acquis des denrées financées par les collectivités, par l'État, 70% sont pris en charge par des subventions publiques, je me dis que ça a été quand même une expérience intéressante en manière, l'argent de l'aide alimentaire, il peut nourrir d'autres circuits. Alors moi, à titre personnel, mais je pense qu'à Marseille, on partage un petit peu cette ambition sur 2023, c'est comment on peut transformer d'une certaine manière une partie des enveloppes dédiées, qu'elles soient nationales ou européennes, d'achat de denrées d'aide alimentaire vers des petites productions locales, vers des producteurs locaux, que ceux qui, on va dire, nourrissent la France à côté de chez nous, qui nourrissent nos villes, nos régions, puissent aussi être dans ce circuit d'accès à l'alimentation, et pas uniquement des grandes surfaces ou des grandes usines en production de masse, de boîtes de sardines. Voilà. Ok, merci Sandra. Je vais reprendre la main, Pauline, si ça va pour toi, pour qu'on tienne les discussions de perspective. Un tout petit mot pour faire la transition vers toi et réagir à ce que dit Julien Noël dans le chat. Je pense qu'on subit effectivement un peu cette segmentation des différentes échelles de démocratie et que la démocratie alimentaire, c'est pas juste l'affaire de la participation des habitants dans leur quartier. C'en est la base, à mon avis, essentielle, mais il y a bien cette idée de différents niveaux de la fusée, entre je participe à un groupement d'achat dans mon quartier, je m'implique dans l'association, dans un CA, dans un comité citoyen, je discute avec des élus, j'échange sur les politiques publiques locales,
Et derrière, parce qu'il peut y avoir de l'essaimage et de la fédération entre nous tous, et donc là, je fais la transition, Jérôme, voilà, comment à un moment donné, on va plus haut et on interroge réellement l'organisation sociale et politique de notre alimentation au niveau national, voire européen après. Et en fait, c'est tout ça la démocratie alimentaire, quoi. Il y a vraiment un enjeu à se dire que, effectivement, c'est dommage voilà, quand on parle de démocratie alimentaire, on se retrouve plutôt entre acteurs associatifs et citoyens. Et quand on parle modèle économique, on se retrouve plutôt entre collectivités. Enfin, voilà, il y a vraiment un enjeu, mais c'est normal, c'est au travail, c'est un processus, hein, un enjeu à relier toutes ces échelles-là, parce que c'est tout ça qui fera démocratie alimentaire, quoi. Ça me paraît très important. C'est ça. Merci. Du coup, on va basculer sur la toute dernière partie dans les 5 dernières minutes. Ce webinaire, il avait 2 objectifs: partager des apprentissages, puis un tout petit peu tracer des perspectives ou commencer à se rencontrer sur la suite, et notamment sur cette question de comment on fait avec les personnes qui vivent la précarité alimentaire. Moi, j'ai juste une mini anecdote, c'est que du coup, je m'intéresse à des questions de pauvreté depuis une 20aine d'années. Je suis allé voir à l'INSEE, j'ai trouvé des définitions chez Robert Castel, tout ça. Mais depuis 2009, la plus belle définition que j'ai, elle m'a été donnée par Salima, qui est une femme de quartier là à Valence-le-Haut, dans lequel je travaillais, qui m'a dit: la pauvreté, c'est le sentiment du monde qui vous écrase. Et il y a un truc de cette définition-là que moi, j'ai continué à emmener avec moi en disant: ce qui m'intéresse, c'est trouver des leviers pour que les gens ils reprennent du pouvoir sur leur vie, sur certaines dimensions de nos vies collectives, et l'alimentation en est une, comme capacité à reprendre prise sur le monde. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui lie alimentation et démocratie et lutte contre la précarité. On ne fera pas sans les personnes concernées. Voilà, du coup, on a envie de continuer sur cette dynamique de démocratie alimentaire. Je vais donner la parole à Laurent pour 3 minutes, et puis je ferai les remerciements enfin. Laurent? Oui, alors 3 minutes, très très court. Se dire que, comme l'a dit Pauline, c'est un processus, c'est-à-dire que ces idées de transformation du système alimentaire, cette idée que l'aide alimentaire classique n'est pas une réponse aux enjeux de précarité alimentaire et n'est pas non plus une réponse en fait aux enjeux d'accès de toutes et tous à une alimentation durable et de qualité, c'est une idée qui progresse. Parallèlement, il y a le droit à l'alimentation qui est aussi une notion qui progresse. Et vous savez, avec le Conseil national de l'alimentation, avec l'ensemble de ces acteurs qui a dit qu'il faut qu'on progresse sur ce sujet-là. Et donc, parmi tous les acteurs qui sont engagés dans ce processus de territoire à vivre, il y a cette envie très forte de continuer et de faire progresser le droit à l'alimentation dans un système alimentaire durable en soutenant les collectifs locaux comme les nôtres, mais comme les vôtres et comme d'autres qui sont engagés dans des mobilisations citoyennes avec les personnes en situation de précarité, en particulier, Jérôme a dit pourquoi, et l'ensemble des acteurs concernés. Et donc, on se donne à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, une période pour essayer de préfigurer ce que pourrait être un réseau de soutien à ces mobilisations citoyennes avec les personnes en précarité et l'ensemble des personnes concernées pour le droit à l'alimentation, avec l'idée de travailler ensemble le soutien à l'ensemble des acteurs et des animateurs. On en a parlé beaucoup de la démocratie alimentaire, de voir comment activer en fait des dynamiques démocratiques en renforçant les collectifs existants, en favorisant l'émergence de nouveaux et de faire mouvement ensemble parce que cette évolution-là, il faut y contribuer et l'enjeu démocratique, il est majeur pour pouvoir arriver à porter déjà ensemble et peser sur le monde différemment et soutenir des évolutions qui soient plus fortes. Voilà, je m'arrête là. Et si on veut rejoindre ce réseau, comment on fait très concrètement, Laurent? On peut nous contacter? On peut nous contacter déjà. Je crois qu'après la visio, là, il y a un lien qui va être envoyé avec l'ensemble de nos coordonnées. Vous pourrez retrouver aussi des premières briques là, de ce petit guide outil qui dit un peu plus de ce qu'on a cherché à faire. Et on se donne rendez-vous d'ici la fin de l'année pour ceux que ça intéresse, pour voir comment on peut faire effectivement un mouvement sur cette partie outillage. Il y avait dans le chat des questions de savoir comment est-ce qu'on fait dans tel contexte et puis on voudrait avancer, comment on fait. Donc, il y a cette partie hyper concrète et puis il y a cette idée plus globale de dire avec les personnes, comment on arrive à faire entendre une voix à un niveau local à travers toutes les étapes que j'ai rappelées, Pauline Hardy,
aussi, mais avec cette idée d'être dans cette dynamique de mouvement d'éducation populaire qui puisse faire que des enjeux qui étaient totalement absents, qui maintenant commencent à être un peu présents, mais sur lesquels il faut travailler. Le président Emmanuel Macron avait dit on mettra 3 milliards sur la table pour lutter contre la précarité alimentaire. On a aujourd'hui un fonds de 60 millions. Vous voyez, on n'y est pas aujourd'hui, aussi bien sur l'importance donnée, sur ce qu'on a évoqué nous comme type de dynamique. On les retrouve en partie, effectivement, dans le fonds Mieux manger pour tous, mais dans un niveau aujourd'hui encore très faible. Donc, on a des choses à porter sur des enjeux très spécifiques, d'une manière plus large pour essayer de contribuer à changer les systèmes alimentaires, que ce soit au niveau local comme au niveau national. Et européen, Inch'Allah. Eh ben, moi, je vais terminer par quelques remerciements. Merci 100 fois à vous parce que c'est chouette de voir qu'il y a autant de monde autour de cette question de la démocratie alimentaire. Ça donne de l'espoir. Merci Maëlys d'avoir fait l'exercice difficile de la synthèse des questions. Merci Manon d'avoir fait la technique. On était nombreux. Je trouve qu'il y a une réussite collective de ce projet-là qui est incarné par le nombre dont on a été parlé autour de ces questions de démocratie alimentaire. Ce petit guide, Laurent l'a rappelé, vous pouvez le télécharger. Maëlys a mis le lien, ou Manon a mis le lien dans le chat et l'utiliser librement et nous faire des retours et on continuera à le faire progresser. Je vais remercier Benjamin Cesse qui était là. Je n'ai pas eu le temps de lui donner la parole, mais il a fait un bouquin qui s'appelle « Quand bien manger devient un luxe ». En finir avec la précarité alimentaire. Désolé Benjamin de ne pas avoir eu le temps de te donner la parole, mais qui fait lien entre démocratie et précarité. Et puis finir en vous disant que mardi prochain, il y a un webinaire sur les questions agricoles dans Territoire à vivre et un rassemblement à Montpellier le 20 juin. Voilà. Merci à tous, passez une bonne journée et que la force soit avec vous. Avec nous. Allez, on fait ça.